Bienvenue dans Un éclair de génie, ravi de vous retrouver. Chaque semaine, une personnalité inspirante, ses déclics, ses succès, ses instants où tout a changé. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a tracé sa route, il a osé, il a persévéré, il a relevé des défis, il va se livrer son histoire avec sincérité et bienveillance. Accrochez-vous car cette histoire devrait bien vous inspirer. C'est parti. Il a fait danser les plus grandes stars, il a conquis le cœur des Français avec son énergie débordante et ses punchlines cultes. Bonjour Jean-Marc Généreux. Bonjour Maxime, ça va bien? Très bien, pas trop de jet lagué? Non, le jet lag, c'est que pour les riches. Finalement, c'est quoi le plus dur? C'est de récupérer d'un jet lag ou d'un passo doblé endiablé? C'est comme si tu me dis, est-ce que tu aimes mieux faire un 100 mètres ou faire un marathon? Oui. Je pense qu'un passo doublé bien endiablé, oui, ça peut créer des courbatures, mais ma vie est quand même assez, on va dire, pleine de rebondissements. Totalement. Atypique. Danseur prodige dès l'enfance, contre l'avis de ton papa, Marcel Généreux. C'est quoi qui le gênait autant? De base, il faut reculer plusieurs décennies, hein? Quand le moment arrive, le moment fatidique où mes yeux croisent les yeux de France Mousseau et que pour gagner son cœur, je décide de faire ce qu'elle fait. Et tu as 9 ans. Et j'ai 9 ans. Et à l'âge de 10 ans, pour passer du temps avec elle, parce que bon, il y avait du lundi au vendredi, c'était l'école, les devoirs, le dimanche, c'était la famille et puis l'église, mais il restait que le samedi et elle se barrait à l'école de danse. Donc, pour lui faire comprendre que j'étais l'homme de sa vie, j'ai dit, il faut que je sois en sa présence. Et j'ai commencé à faire la danse. Et pour mon père, lui, la danse était, on va dire, synonyme presque d'homosexualité. Comment un homme veut danser? Pourquoi un homme veut danser? Et bon, moi, j'aimais tous les sports. Je voulais devenir architecte-ingénieur, même à un très bas âge. Donc, mais je sais pas pourquoi il s'inquiétait autant que ça, mais c'était ses préjugés. Comment tu as vécu ce combat intérieur entre ta passion grandissante pour la danse et finalement le respect que tu as vis-à-vis de ton papa? C'était un peu compliqué parce que ça a pris 6 ans avant qu'il vienne me voir danser. C'est long. Mais sauf que ma mère était femme au foyer. Et donc, forcément, ma mère me donnait des sous que mon père lui donnait. Bien sûr. Et donc, sans valider, sans m'encourager, il payait mes cours de danse. Et donc, il y avait une forme d'hypocrisie un petit peu dans ce phénomène ou une façon de me dire, ne continue pas. Il faut pas continuer dans cette voie, va dans tes études. Et puis, c'était un peu compliqué, mais moi, je savais pourquoi je le faisais. Je le faisais pour l'amour de cette jeune fille qui s'appelle France Mousseau, qui est devenue ma femme, qui est la mère de mes enfants, et qui était encore couchée à côté de moi quand je suis parti il y a 24 heures. Et bref... je le savais profondément. Et donc, si lui, il comprenait pas, c'était pas à moi de lui expliquer. Cette phrase de ton père... C'est bien beau la danse, mais te sens-tu capable de subvenir aux besoins d'une famille? Elle a résonné pendant longtemps, cette phrase. Elle résonne encore. Et encore? Et oui, parce qu'on a des discussions, moi et ma femme, on a des... on va dire, elle se demande des fois, mais pourquoi tu continues? T'as réussi. Tu as réussi à faire ce que tu voulais faire. On l'a fait ensemble, mutuellement, pendant 30 ans. Mais quand le diagnostic de Francesca est arrivé, je suis parti et j'ai créé une carrière solo. Je me suis... avec une expression anglaise qui dit « The Renaissance Man », j'ai essayé de me... te concentrer sur tes objectifs. Oui, mais aussi de renaître dans une autre façon d'utiliser la danse, parce que danser et juger la danse, c'est deux médiums complètement parce que différents. tu passais de danseur à chorégraphe et de chorégraphe à juge emblématique. Emblématique, ça je sais pas, mais je sais que... Emblématique, en tout cas, je te remercie. Mais cela dit, reste que pour elle, elle me dit, t'as répondu à la phrase de ton père, tu nous donnes... en travaillant tous les jours de ta vie et en te donnant au maximum, tu subviens à nos besoins. Quand tu as débuté, tu savais dès le départ que tu allais devenir l'étoile montante de la danse, le virtuose que tu es et que tu es devenu. Tu le savais au départ? Non, mais jamais. Mais par contre, moi, j'ai une philosophie, je l'écris dans le livre.
Et c'est ça qui est important pour moi, c'est de donner des leçons que j'ai reçues et c'est de croire en soi et ne se... Moi, je me dis pas non à moi. Moi, j'ai toujours dit, s'ils sont assez cons pour me le demander, je suis assez con pour le faire. Donc, des fois, si on se juge trop sévèrement, on ne fera pas cette action. On va dire, ah non, je suis pas assez bon. Si tu regardes tous les gens aux alentours, tu vas en trouver des meilleurs que toi. Si tu te bases sur les meilleurs en face de toi, tu les regardes et tu dis, moi, je veux devenir comme eux. Je veux pas qu'ils deviennent un frein dans ma carrière ou dans mes aspirations. Bien sûr. Si ton père était là encore aujourd'hui pour voir tout ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu lui dirais? J'aurais pas besoin de lui dire parce qu'avant qu'il parte, avant qu'il nous quitte, et je veux pas trop être émotionnel par rapport à ça, mais il était fier de moi. Et c'est ce qu'on a vécu un petit peu... ce moment avec Lenny sur Danse avec les stars cette année où elle expliquait que son père, depuis qu'elle a fait la Starac et tout ça, il y a eu un détachement, il y a eu une fraction entre les deux. Et puis, moi, je l'ai vécu. Et on a partagé ce petit moment-là. Et puis, je sais que c'est pas nécessairement la tribune Danse avec les stars pour parler de ces choses-là, mais quand c'est évoqué, moi, ça vient me chercher. Et on avait réglé ce truc-là. Moi et mon père, elle était très, très fière de moi. Il est venu en Angleterre avec moi me voir danser devant tous les autres participants, les autres athlètes du monde entier. Il m'a vu tirer mon épingle du jeu. Il était hyper fier de moi avant qu'il parte. Ouais, et la fierté, elle se poursuit avec ton parcours. On l'a dit, hein, tu es passé de danseur à chorégraphe à jurer de Danse avec les stars. Quel a été le moment où tu as senti qu'il y avait une bascule? Ce moment où tu changeais de dimension? C'est le passage à la télévision? Honnêtement, si Francesca n'avait pas eu ce diagnostic-là... C'est ta fille? Ma fille, Francesca... le diagnostic de syndrome de Rett, je serais resté dans la danse sportive. Je serais encore là. Nous, on avait un avenir, France et moi. La télé n'était pas dans mes... Dans tes to-do list, non? Oui, ma to-do list, c'est... Oui, si tu me poses la question, est-ce que tu aurais aimé être acteur, juge à la télé? Ben oui, j'aurais aimé ça, mais pour moi, c'était quelque chose qui était parallèle, pas perpendiculaire pour me frapper et me faire tourner à 180. Mais le diagnostic de ma fille a tout changé, a tout fait basculer. Et j'ai saisi l'opportunité et j'espère que les gens considèrent que c'est un bon choix. J'espère. Il y a toujours des bons choix, il ne faut jamais avoir de regrets. Est-ce qu'il y a eu quand même une rencontre déterminante professionnellement? Un mentor? Quelqu'un qui t'a donné un petit coup de pouce dans ta carrière, dans ta progression personnelle ou professionnelle? C'est très intéressant, Maxime, comme question, parce que en réalité, plusieurs personnes m'ont influencé, mais sans le savoir. J'ai toujours été un grand consommateur de télé ou de cinéma et je regarde des Louis de Funès, des Jerry Lewis, des Jim Carrey. Je regarde ces gens-là et au niveau de l'humour, ils m'inspirent tellement. Et après, il y a d'autres personnes qui, c'est dans leur verbe, c'est dans leur façon de s'exprimer, dans leur aura, dans ce qu'elles dégagent, posture, bien sûr. Tout ça. Ces gens-là, ça peut être des George Clooney, ça peut être des Brad Pitt, ça peut être plein de gens et des gens qui sont peut-être moins oscarisés et tout ça, et qui influencent. Moi, je suis un élève de la vie. Et si j'ouvre pas mes yeux, je vais manquer un truc. Moi, je marche dans la rue. Et c'est ça que j'explique dans le livre. Je marche pas sur le trottoir, il se passe rien sur le trottoir. Donc, moi, je marche dans la rue. Et je veux me faire frapper par les voitures, je veux me faire frapper par les gens. Je les regarde dans les yeux. Je commence une conversation. Il y a quelqu'un qui est sur le bord du trottoir avec son appareil photo. Je vais vers lui. Tu voulais une photo? Parce que moi, je suis pas le gars... et ça, je l'explique dans mon livre. Il y a deux trucs que j'ai pas. Moi, c'est pas été installé en moi la jalousie et le stress. Si je suis pas bon, je suis pas bon. Je peux pas dire, je vais blâmer le stress. Non, moi, je connais pas ça. C'est un peu la force tranquille. Ouais, et puis aussi, je regarde ça et je me dis, OK, je suis pas jaloux des autres. Je suis heureux que quelqu'un a une super Ferrari ou une super belle maison ou il a son émission, il est animateur, il est acteur. Moi, je suis heureux pour eux. Donc moi, cet amour et ce
cette appréciation des autres m'aide et me nourrit. Cet amour a été renforcé par Danse avec les stars. Alors, c'est une aventure incroyable, mais ce qui est encore plus fou, c'est la façon dont tout a commencé. Tu l'expliques dans ton livre, raconte-nous l'appel. Mais attends, mais déjà, parce que l'appel vient de dominos qui ont tombé bien avant. Jean-Louis Blou de la BBC va à Montréal, se retrouve avec des potes de Trio Orange, entre autres Éric Hébert, parce que... Ce sont des producteurs canadiens, voilà. Oui, Jean-Louis Blou, qui était le patron de la BBC, lui, il dit hey, « Je vais faire Danse avec les stars ». Et donc, Éric Hébert, que je ne connais pas, dit « Appelle Jean-Marc Généreux ». Ben, il dit, donne-moi son numéro, mais il dit, je le connais pas, je l'ai vu à la télé en anglais. Et donc, je reçois un coup de téléphone quelques semaines plus tard, ne sachant rien de cette histoire. Et donc, on me demande, oui, comment tu sonnes en français? Je comprends pas, je vous parle en français, madame. Mais elle dit, oui, mais t'as pas une vidéo, t'as pas fait des trucs? Ben, non, moi, je travaille en anglais présentement. Et donc, je prends une caméra Super 8 pour les jeunes, ils comprendront pas c'est quoi. C'est une Super 8. Hein. C'est comme un truc, bon bref, j'ai ça dans la main et je me filme. C'est très drôle. C'est celle qui est derrière toi en fait. Ah ben voilà. Ouais, et voilà. Un dinosaure. Et donc, j'envoie un DVD. On verra même plus ça. Aujourd'hui, ça serait tellement plus simple. Tu te fais un petit selfie, tu fais une petite vidéo, tu la balances. Mais c'était pas comme ça en 2010. Et surtout, toi, tu dis qu'à chaque moment, nous sommes en audition. La vie est un grand casting. Exactement. Mais pour moi, c'est exactement ça. Et ça en est la preuve. Parce que cette référence vient d'un autre truc que j'ai fait, qui devient collatéral à tout ça et qui devient en marge. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre à travers ces petites leçons que j'ai reçues. C'est que c'est important comment on se comporte en public. C'est important comment on se comporte en famille. C'est important comment on se comporte dans un restaurant. Et parce qu'on ne sait pas qui nous observe. Non. Et en réalité, on est notre propre carte d'affaires. Et soyons véridiques, soyons vrais. Si on veut un beau futur, soyons bien dans le présent. Et dire que dans ton contrat, dans Danse avec les stars, tu ne savais pas ce que voulait dire Prime ni Magnéto. Ah, mais il y a un vocabulaire qui est complètement différent. Nous, Prime, c'est prime time. Première partie de soirée. Mais oui, si tu me dis prime time, je vais comprendre, mais... Et c'est drôle parce que ma femme, parfois, lit, t'es bien sous ton prime. Ah, la chérie, c'est tellement drôle, mais bref... Donc, tu signes le contrat. Oui. Tu as ta première rencontre avec TF1 à la Tour. Tu rencontres tes comparses, Chris Marquez notamment. Tu me ramènes là. T'imagines? Ah, mais là, je rencontre pour de vrai des gens que j'avais entendus au téléphone. Entre autres, Fred Petrazza, qui est TF1 Productions, qui est le grand Manitou avec Déborah Nahon. Et Jean-Louis Blou, finalement, d'une voix, je passe à un visage, à une présence. Et là, je rencontre pour la première fois Chris Marquez et Alessandra Martinez. On est dans la tour de TF1 et là, ils balancent une vidéo et ils me demandent de commenter. Alors, la vidéo de Dancing with the Stars, la version américaine. Oui, et d'ailleurs, une des performances que j'avais vues. Et donc... je commence à la commenter à tour de rôle et on voit déjà que Chris va être très pointilleux sur la technique et tout ça et ça lui va bien. Et je vois Alessandra Martinez que c'est de la poésie, c'est magique ce qu'elle fait. Là, c'est à mon tour. Et là, je commence, blablabla, blablabla. Et là, je vois le visage de Fred Petrazza qui là... un peu en signe de point d'interrogation. Avec 30 secondes de silence. Ah oui. Et là, il s'est passé un silence qui est... c'est Fred, quoi. Maintenant, je sais que c'est Fred, mais au moment, je comprends pas. Et là, il dit « fascinant ». J'ai pas tout compris, mais fascinant. Et là, je suis là, là, je me dis, je suis vraiment dans le caca. Je sais pas, je vais être juge sur une émission prime time, à heure de grande écoute, dans une nouvelle émission que personne connaît pas le format. Et là, ils comprendront pas ce que je vais dire. Je me mets à bouffer de la télé, je me mets à bouffer de la radio pour essayer de comprendre comment les gens en France s'expriment. Et t'as fait évoluer un peu ton accent? Ah, ben oui, c'est sûr, Maxime. Si je me mets à parler comme je parle en québécois, c'est sûr qu'on va avoir des petits problèmes de compréhension. Les gens vont dire, mais il vient de dire quoi, là? Mais parce que, bon, toutes les contractions que nous, on fait au Québec, on est célèbre pour les pronoms. Tu veux-tu?
Tu veux-tu? Ah oui, tu veux-tu? Au lieu de dire... je veux. Mais voilà, on a notre façon de s'exprimer. C'est drôle parce que dans l'écriture, on se rejoint, Bien sûr. mais dans les expressions vocales, on est aux antipodes. Et donc, je réajuste le truc, mais apparemment, pas assez. Hein? Ouais. Et vient le 11 février Aïe, 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 aïe. 2011. C'est la première de Danse avec les stars. Et ça se passe quand même plutôt bien. Oui. Parce que les commentaires, ils sont assez dithyrambiques. Il est bon, sympathique, différent, énergique. T'es ravi? Ouais, mais il y en a eu d'autres commentaires aussi d'un certain Jean-Marc Morandini que je respecte énormément, mais lui il crie j'espère qu'il va pas crier comme ça toute la saison. Et il y en a même un que je nommerai pas, mais il a une voix de cancéreux. Et là je suis là, waouh. Est-ce que tu t'en fais cas ou ça te passe par-dessus l'épaule? Ah non. Non, c'est impossible. Et je mets au défi n'importe quelle personne qui est dans l'œil du public de ne pas lire ces commentaires-là. C'est impossible. Surtout pour moi, c'était un premier prime. C'était une première performance sur un territoire, sur un terrain de jeu que j'avais jamais joué. Là, pour le coup, j'étais pas sur mon terrain. Il fallait gagner du terrain. Il fallait gagner ce terrain. Et donc, forcément, je regarde... Oui, il y avait du bon et il y avait du mauvais. Et c'est drôle parce que je redescends en bas pour aller prendre de l'air parce que je couchais à l'hôtel. Et le concierge... il me dit des belles choses. Les demoiselles à la réception, la même chose. Et là, je sors dans la rue et je suis sur l'avenue Kléber. Et là, je prends une respiration et je dis, allez, j'ai peut-être perdu le premier round, mais on y retourne. Et là, l'autre prime est arrivé. Et finalement, ton énergie et ta bienveillance sont ta marque de fabrique. Est-ce que ça t'arrive parfois de cacher tes émotions face à des prestations en tant que juré? Ah oui, ça c'est sûr que j'en garde un petit peu à l'intérieur parce que si je suis tellement respectueux et honoré d'être, j'ai les deux, j'ai une fierté, honoré et respectueux de ceux qui se mettent en danger, qui décident de faire Danse avec les stars parce que c'est un vrai chemin de croix là. Oh là, oui. C'est le Koh-Lanta de la danse, je peux pas le dire mieux. Et à la fin, il n'en reste qu'un. Il en reste qu'un, ouais, c'est justement. J'ai écouté hier Denis Brognard qui disait ils sont 24 et à la fin il n'en restera qu'un. Ben oui, c'est toujours la même chose, mais c'est vrai. Mais c'est quand même, il faut rester dans le respect, dans la bienveillance. Oui, il faut mettre des notes, il faut faire une évaluation, il faut décrypter une performance, mais on n'est pas obligé de se payer leur tête. Bon Jean-Marc, on sait que ton cœur balance entre deux rives, entre la baguette et la poutine, entre le croissant et le sirop d'érable. Mais aujourd'hui, il va falloir trancher. Est-ce que tu es prêt? Tu dis plutôt ou plutôt? Ça va être très simple. Si je dis plutôt baguette et camembert ou poutine bien coulante? Ah, je suis plutôt poutine bien coulante. Plutôt expresso serré à la française ou mug XXL café filtre canadien? Ah, café filtre canadien. Allez, une chaudière. On y va. Plutôt tango parisien ou country québécois? Ah, je dirais probablement tango parisien. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il y a de la tenue. Ouais. Plutôt PSG-OM ou match de hockey des Canadiens de Montréal? Ah là, arrête là. Là, j'ai un respect énorme pour le PSG et l'OM. Ça, c'est sûr même. Lille. Allez, moi, mon premier match de foot, c'était un Olympico. Ah oui. Entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Lyon. Et c'était une cata. Les gens se lançaient des bombes. J'ai dit, mais j'adore. Je suis devenu fan automatique. Mais cela dit, c'est sûr qu'une partie de hockey avec le Canadien de Montréal, pour moi, c'est aller au Vatican du sport. Même s'ils se bagarrent sur le terrain? J'ai vu des images là récemment, c'était chaud. Hein. Mais ça, c'est une connerie, une connerie internationale. Ça se peut pas. Il y avait 3 secondes de jouer, les gars se tapaient déjà dessus. Non, mais ça, moi, je valide pas les bagarres. Oui, je vais me lever, je vais choisir quelqu'un pour gagner, mais c'est plus fort que moi, mais sinon, non. De dernière, plutôt canicule parisienne ou moins 30 degrés québécois?
Tu sais quoi, je préfère le moins 30. Oui. Oui, parce que, à quelque part, ça fait partie de ma nature, ces 4 saisons. Et je l'explique dans le livre comment c'est important, cette résilience que les Québécois sont presque obligés, pas d'endurer, mais de vivre avec. Ouais. Et ça forge notre caractère. L'hiver, on dit, bon, écoute, éventuellement, il y aura le printemps, et l'été, on ne devient pas trop énervé parce qu'on se dit, oh, il y aura l'automne. Et enfin, si tu devais finir ta carrière dans un seul pays, attention, réponse diplomatique oblige. Aïe, 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 aïe. Cette terre d'adoption, la France, honnêtement, m'a tout donné. Et c'est devenu un cercle vertueux parce que ce que j'ai vécu aux États-Unis, à Los Angeles, ce que j'ai vécu à Toronto sur So You Think You Can Dance, ce que je vis avec Danse avec les stars, m'ont donné de nouvelles opportunités chez moi. Parce que, moi, je le dis avec plein d'amour, hein, j'étais le plus connu des inconnus chez moi. Oui. Parce que dans mon milieu dans lequel je œuvre, la danse sportive, c'est très niché. Il n'y a personne qui connaît ça. Alors, un grand respect à la France, mais ça serait difficile d'enlever mon cœur de Québécois. On est bien d'accord. Alors, on rigole, on s'amuse, mais derrière l'énergie et les punchlines, il y a un battant. Je l'ai découvert, et tu dis souvent que chaque pas est une leçon de vie. Et si tu devais retenir une seule de ces leçons, laquelle tu retiendrais ? L'authenticité. Rester authentique dans ses choix. La vie va nous donner des opportunités. Ouvrir les yeux. Rester authentique avec son cœur, avec ses aspirations. Ne pas se dire non, nous. La vie va nous dire non tout seul. Donc, garder toujours cet espoir, cette flamme qui brûle. On ne sait pas à quel moment quelqu'un va nous regarder et va dire « c'est toi ». En restant authentique, les gens nous voient pour de vrai. Et c'est ça qui est important pour moi. Et les gens te voient pour de vrai dans ton livre. Tu as traversé des épreuves bien plus dures que n'importe quelle compétition de danse, notamment avec ta fille Francesca. Dans ton livre, tu racontes un moment poignant, je l'ai retenu, cette nuit où tu l'entends pleurer, où tu réalises qu'elle ne parvient pas à tendre sa main vers sa tétine, à quelques centimètres. Hein. Et c'est un moment bouleversant parce que quelques mois plus tard, vous apprendrez qu'elle est atteinte d'une maladie neurologique incurable. Face à cette nouvelle, comment on s'organise? Comment on avance? Avec une femme comme France Mousseau, sur un parquet de danse, c'est moi qui menais. C'était mon job de mener. Et dans cette épreuve, j'ai suivi ma femme. Elle en 5 minutes, elle a su quoi faire. Moi, j'étais démoli. J'avais jamais été démoli comme ça de ma vie. Et ça a pris 5 semaines avant que je me regarde dans le miroir un matin, puis je sais pas si j'ai vu ou j'ai entendu mon père, mais cette phrase m'est revenue, mais de façon complètement différente, avec un autre angle. Comment tu vas faire pour subvenir aux besoins d'une famille? Et là, ma famille avait besoin de moi. Et la phrase de mon père, le regard de ma femme, sa résilience, je me suis accroché comme un wagon à cette locomotive. Et c'est elle qui m'a sorti de ce tunnel. Mais après, les enfants ne demandent pas de venir sur la terre. C'est nous. Et donc, assumer ses choix et rester l'homme qui était là à la conception, pas l'homme que j'étais devenu en 5 semaines. Comment elle va aujourd'hui? Elle est sur un plateau qu'on appelle, parce que pour comprendre cette maladie, le syndrome de Rett, au début, l'enfant naît avec les fonctions normales, quoi. Notre Francesca, elle parlait, elle marchait, et puis cette maladie lui a tout volé. Et donc, elle est partie de 24 mois, elle a régressé un enfant de capacité de 7, 8 mois, quoi. Donc, l'hygiène, la nourrir, tout ça, c'est comme s'il était un petit bébé qui a 26 ans, qui est grande comme une fille de 8 ans, 9 ans. Mais elle est heureuse. Elle sourit, on trouve encore des moyens de la faire sourire avec
beaucoup d'énergie, beaucoup de oh là là chihuahua, beaucoup de et ça j'achète. Je sors tous mes trucs et les achète encore. Elle est bien accompagnée. Ben, cet enfant est aimé comme Jean-Francis est aimé. Mon fils Jean-Francis qui est arrivé 3 ans avant Francesca et qui est aussi phénoménal que Francesca, mais différemment. Un gars qui a tellement de belles qualités, surtout émotionnelles et des qualités d'amour qu'il partage. On a un noyau assez serré, on a une famille qui vient de vivre quelque chose d'un peu éprouvant, pas un peu, même très éprouvant. La mère de France nous a quittés il y a déjà quelques jours. Et c'est ça, moi j'ai appris à compartimenter mes émotions pour pas les amener. Oui, elles sont là dans mon sac à dos. Et quand une musique, quand une performance, ben c'est sûr que je vais faire des réflexions, mais on a une famille qui en a vu d'autres, j'ai envie de dire. Et je porte mes émotions sur mes manches et je les déroule au moment où j'en ai besoin. Et en plus de ce combat, il y a un autre défi, être loin de ta famille. Dans ton livre, tu dis qu'en retraçant, tu étais parfois un fantôme et que France, ta compagne, avait appris à vivre sans toi. Oui. Avec le recul, tu aurais envisagé d'arrêter tout, cette vie de saltimbanque, ou non? Parce qu'elle est importante pour ton équilibre. C'est le mot juste équilibre. Entre les réalités qu'on doit faire face tous les jours. J'avais un choix, hein? On aurait pu se mettre en petite boule alentour de Francesca et la serrer très très fort et laisser la vie continuer, mais pas se donner les opportunités de l'amener à Disney, de faire des voyages, de lui apporter tout ce qu'elle a besoin. Je sais que c'est un mot cruel, le mot financièrement, mais il fait partie d'une réalité et on regarde ce qui s'est passé après la pandémie ou pendant la pandémie où j'ai vécu un trou noir, quoi. J'étais utile à rien. Cette vie de saltimbanque, ça tient qu'à par un fil. Et si je travaille fort aujourd'hui, c'est pour que si un jour on tire le rideau, que je sois capable de continuer à avoir le même rythme et le même rythme de vie. Et c'est compliqué. Si tu pouvais revenir en arrière, tu ferais des choses différemment? Probablement pas. Et si je reviens en arrière, est-ce que j'aurais eu les mêmes opportunités? Souvent, quand on regarde les films où les gens voyagent dans le temps, ils reculent. Et l'un des conseils, c'est ne change pas le destin parce que ça va être des dominos qui vont être peut-être cruels à la fin. Parce que tourner à gauche ou tourner à droite va faire toute une différence dans une vie. Je veux pas revenir en arrière. Je veux me concentrer sur le présent pour faire un meilleur futur. Et c'est des choses que j'explique dans mon livre. C'est des leçons qui sont, pour certaines personnes, très banales, mais ce que je vis comme défi et ce que ma femme vit comme défi, si on peut partager notre histoire à quelqu'un, ben on peut potentiellement donner un petit baume au cœur à des familles qui sont comme la nôtre. Ouais, et les inspirer. Ouais, on espère. Allez Jean-Marc, on va jouer à plus vite que l'éclair. Ah, wow. Je te balance une question, tu réponds plus vite que la lumière. Prêt? Prêt. C'est parti. Si ta vie était une danse, ce serait laquelle? Un jive. T'es au comptoir d'un café à Montréal, pas réveillé, besoin d'un shoot de caféine, tu t'égaines. Oh là là, chihuahua pour ça. As-tu déjà tenté le portier de Dirty Dancing dans ton salon? Ah, jamais. Ton plus grand moment de solitude en plein tournage de Danse avec les stars? Probablement un commentaire qui tombe à plat. Qui mène la danse entre toi et France à la maison? Et si tu dis moi, je veux la version de France après. Hein. Je vais dire sans aucun doute, France. Le plus beau compliment qu'on t'ait fait? J'ai un peu de la difficulté avec les compliments parce que on me paye pour faire mon travail. Donc, vous n'avez pas besoin de me complimenter. Et puis, mais je les prends, puis je suis honoré, mais je vis dans une humilité ultime. D'être bienveillant, c'est le plus beau compliment qu'on m'a donné dans ma vie. Une erreur que tu referais sans hésiter? Le porté de Dirty Dancing avec Florent Manoudou, c'est un peu récent. Mais sinon, sauter en parachute. Si l'avance n'avait pas existé, t'aurais fait quoi? Honnêtement, j'aimerais être écrivain.
Tu l'as un petit peu avec ton Oui, autobiographie. un petit peu. Oui, hein. t'as raison. Mais tu vois, ça, c'est un autre truc que je veux faire dans ma vie, c'est écrire des romans, parce que j'ai plein d'histoires dans ma tête que j'ai envie de partager avec des gens. Mais là, les romancer. Là, dans ce livre, je me suis livré et je livre mes expériences et mes leçons que j'ai reçues. Mais j'aimerais les amener dans mon imaginaire. Encore quelques questions. Le jour où tu t'es dit, là, j'ai réussi. À la naissance de Jean-Francis. C'est là où j'ai réalisé la magie de la vie. Et parce que Jean-Francis, il faut comprendre aussi, dans le livre, je l'explique, c'est un Vanishing Twins. Ils étaient deux. Il y en a un qui n'a pas survécu in vitro. Donc, c'était hyper dur. Et de le voir naître et d'être là, pour moi, j'avais réussi dans la vie. Un rêve que tu n'as pas encore réalisé? De tenir de nouveaux rôles dans des fictions ici en France. Oui, j'ai fait Joséphine Ange Gardien, j'ai fait des trucs, ouais. J'ai fait Nos chers voisins, je me suis amusé, mais vraiment participer dans une fiction et avoir un rôle récurrent, ça serait génial. Un mot pour décrire ton pote Chris Marquez. Aïe, aïe, aïe. Un mot. Intransigeant, mais honnête. C'était 2 mots, je m'excuse. Et Camille Combal? Le gars, il est une Kalachnikov, il nous fait rire, mais c'est une machine, je l'adore. Et un mot pour définir toi, Jean-Marc. Attention, tu peux pas dire généreux, c'est trop facile. Normal. Je vis le plus... Normalement possible. J'essaye. Même si dans cette vie, comme tu l'as dit, de saltimbanque, dans la lumière, dans les applaudissements et tout ça, dans les ça j'achète, dans les oh là là chihuahua, pour moi, je dors à l'horizontale comme tout le monde. Je veux être aimé et je veux aimer. Bon, Jean-Marc, on vient de prouver que ton esprit est aussi rapide que tes pas de danse. Challenge relevé haut la main. Mais au fond, la danse, c'est bien plus qu'un enchaînement de mouvements, c'est une métaphore de la vie. Mais oui, parce que dans chaque pas, il y a une leçon de vie. Tu as toujours dit que chaque pas raconte une histoire. Alors, pour ceux qui doutent, ceux qui hésitent à se lancer et qui ont peur de faire le grand saut, quel conseil tu leur donnerais après tout ce que tu as vécu, toi? Si on parle de la danse, et moi, j'extrapolerais dans tous les secteurs de la vie. Il y a 4 pas à prendre. En avant, en arrière, de côté, ensemble. Et on les fait tous les jours de notre vie. Ce qu'on comprend pas souvent, c'est qu'on regarde la danse, on va dire la danse de salon, et on focus sur les pas. Mais en réalité, c'est notre tête qui bouge et qui fait que nos pieds réagissent. Et souvent, on focus sur la mauvaise chose. On regarde des bons danseurs et on se dit « Ah, moi, je pourrais pas être Baryshnikov, je pourrais pas être, je sais pas, moi, Elsa Bois et ces grandes danseuses ou ces grands danseurs. » Mais en réalité, ils ont tous commencé avec 1 pas à la fois, 2, 3, 4. S'il y avait plus de pas, je ferais plus d'argent. Il n'y a que 4 pas. En avant, en arrière, de côté, ensemble. Et ça fonctionne. C'est le rythme de la vie, c'est le rythme du business, c'est le rythme de l'entertainment. Il faut pas avoir peur de faire un pas en avant, faut pas avoir peur et de se sentir... mal de faire un pas derrière. Des fois, un pas de côté, c'est important pour laisser passer peut-être un mauvais commentaire, peut-être un mauvais moment. Et mettre les pieds ensemble, c'est prendre un temps de réflexion. Prendre le temps de réfléchir à quelque part, c'est pas de l'immobilisme, parce que la vie va te faire bouger après. Se servir de ces 4 pas pour avoir une bonne fondation dans la vie. Qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui, les projets? La vie, respirer, le soleil qui se lève. Moi, être en ta présence, ça me motive, je suis heureux. Tu me reçois chez toi. Et je sais que ça va passer comme un éclair. Ouh, bien joué. Mais cela dit... pour moi, toutes ces opportunités-là, je m'accroche. Et tu sais quoi? Je les mets derrière moi pour qu'ils me poussent. Un peu comme... les opportunités de la vie, qu'elles soient ou les effets de la vie ou les défis de la vie. Je fais la même chose avec. Les bons et les mauvais moments, je les mets derrière moi pour qu'ils me poussent, pas devant moi pour qu'ils me freinent. Donc pour terminer, si tu pouvais envoyer un message WhatsApp au toi d'il y a 30 ans, que lui dirais-tu? Lâche rien, fais-toi confiance, la vie est belle. Malgré les nuages, malgré les tempêtes, allez,
fonce droit devant. Jean-Marc, merci pour ton énergie, pour ta générosité. Merci d'avoir partagé ces moments forts avec nous, ces leçons de vie, bien sûr, ces éclairs de folie qui te définissent si bien. On te retrouve évidemment dans Danse avec les stars sur TF1, où tu continues à faire vibrer le public. Et pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, ce livre, Chaque pas est une leçon de vie aux éditions Le Duc, est là pour inspirer, motiver et rappeler que la vie, comme la danse, se joue pas après pas. Merci beaucoup, Maxime. Et ça, j'achète! Évidemment, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode. Magnifique. Bon, quand est-ce qu'on commence l'émission? Je trouve que c'est une bonne répète, hein? On s'est quand même bien donné, non?